Cette question de la redevance, elle est assez évidente. Moi, quand je reçois le papier et qu'on me demande si j'ai une télévision chez moi, je me demande qu'est-ce que ça veut dire une télévision aujourd'hui. Mais l'inquiétude fondamentale, et je comprends tout à fait les rédactions, c'est de conserver cette liberté de ton, d'insolence, de distance. C'est le journal Le Monde qui le dit, et c'est vraiment un journal de confiance qui pose la question de l'ingérence. Qui proviendrait effectivement de l'administration, qui serait parfois tentée de donner son avis sur ce qu'il faut mettre à l'antenne ou sur la façon de traiter l'Ukraine, par exemple. Il deviendra peut-être plus difficile de résister à ces pressions quand il y a une question d'enveloppe budgétaire à la fin de l'année. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama, pastille d'actu du mois de mars 2022 que j'ai le plaisir de partager aujourd'hui avec Anaïs Benguigui. Anaïs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, t'es une nouvelle recrue sur les pastilles actu. C'est vrai qu'on a déjà quelques chroniqueurs. Ça fait vraiment très animateur de radio, etc. Mais je suis vraiment ravi de voir ça. On s'est rencontrés il y a pas longtemps. Tu es une consultante média, tu es indépendante. Tu es peut-être, je t'ai passé chez Socialterre, le 1 et d'autres que tu peux citer peut-être rapidement. Oui, j'ai commencé au 1, j'ai commencé au lancement du 1. Ça a été vraiment un moment très important dans mon amour pour les médias, puisque c'est un média indépendant qui a aujourd'hui 7 ou 8 ans, je crois, et qui a réussi à se stabiliser en tant qu'ovni dans le monde médiatique. Et c'est une très, très belle réussite et j'en suis très fière d'avoir participé en tout cas à ça, aux côtés d'Éric Fotorino et de toute l'équipe. Puis il y a eu America, il y a eu Socialterre, il y a eu La Déferlante, et aujourd'hui il y a La Revue Dessinée, 21, 6 mois, Topo, et d'autres médias indépendants digitaux comme Brain Magazine par exemple, donc que je suis ravie d'accompagner, d'aider sur des axes market, développement, stratégie, édito, voilà. Et on peut t'écrire, on peut te trouver sur les réseaux, Anaïs Benguigui. Exactement, sur mon site anaïsbenguigui.com. Top. Et merci de partager cette pastille actu avec moi. Donc, programme assez riche, quand même pas mal de news. Le fait d'en faire une par mois laisse forcément un peu de temps. Donc, on essaye j'essaie de trouver les sujets intéressants, les signaux faibles, les tendances qui animent notre marché des médias. Alors là, malheureusement, ça commence sur un truc un peu lourd, c'est la guerre en Ukraine. C'était l'occasion un peu de voir l'adaptation des stratégies des médias. Donc une tendance qu'on a vue assez forte et qui d'ailleurs faisait aussi un peu écho à ce qui s'était passé pendant le Covid, c'est l'ouverture généralisée des paywalls. Tout à fait. Les paywalls sont tombés, on l'a vu sur The Economist, le Financial Times, on en a vu beaucoup aussi en France. Tu avais remarqué ça aussi, ça t'inspire Oui, tout à fait. En fait, pour moi, cette question justement de la guerre en Ukraine, elle touche directement à la raison d'être d'un média. Puisqu'un média, en temps de crise, en temps comme là de redéfinition de l'ordre mondial, on voit que s'informer devient un besoin nécessaire. Et c'est justement le rôle des médias, en fait, c'est d'informer à partir de faits. Et plus de monde possible, évidemment. Effectivement, et de proposer une lecture du monde. Et ça, c'est la ligne éditoriale. Et c'est ce à quoi les lecteurs vont adhérer. Et en fait, c'est cette adhésion à la ligne éditoriale qui constitue la base de fidèles du journal. Et c'est ça qu'on attend d'un journal, c'est une lecture du monde. Et donc, dans ces temps où il y a une redéfinition de l'ordre mondial, dans ces temps de crise, on se tourne vers les médias pour ce qu'ils nous apportent, c'est-à-dire une lecture du monde, une analyse, une hiérarchisation, une mise en relation des faits. Et c'est pour moi ce besoin nécessaire qui engendre l'augmentation de la fréquentation des sites. Ouais. On l'a vu pendant le Covid-19, la fréquentation des sites en ligne a explosé. Elle a explosé. On parle de 10 millions de visites supplémentaires par jour en moyenne. Ouais. Donc c'est énorme.
Et là, je pense que l'analyse n'est pas encore sortie, mais on va avoir le même type d'augmentation. Et pour moi, effectivement, c'est une double opportunité, cette augmentation, puisqu'en fait, ça va permettre à la fois de renforcer la relation avec les lecteurs fidèles, donc de leur proposer des innovations, mais c'est une énorme opportunité pour saisir un nouveau lectorat et faire ce qu'on appelle de l'acquisition. Donc en fait, on est d'accord. En fait, c'est effectivement ce que tu dis, ce double avantage, c'est qu'on informe massivement et on ne met pas derrière le paywall, donc tout le monde peut être informé. Et en même temps, c'est une formidable occasion de montrer comment on travaille, et d'exposer la marque du média à de futurs lecteurs, même si on n'a pas récupéré d'email à cette occasion, c'est quand même, voilà, c'est de l'acquisition. Parce qu'en fait, on s'illustre en fait dans ce qu'on sait faire de mieux et dans notre mission principale et notre mission première. C'est vraiment l'expression de la ligne éditoriale qui arrive là. Et en faisant tomber les paywalls, en fait, on revient à ce rôle fondamental de construction de l'opinion, de formation du citoyen, à l'exercice de son jugement propre. En enlevant l'abonnement et en enlevant ce tri par l'argent, on rend accessible des informations et des analyses fondamentales et on donne aussi l'envie à ceux qui n'avaient pas forcément l'habitus de classe, je veux dire, de s'informer au quotidien sur et de prendre position, de développer son jugement critique. Donc tout bénéfice au final. Voilà, donc c'est vraiment un formidable outil d'acquisition et je pense que justement ces deux outils, de faire tomber les paywalls et d'investir sur Telegram, ce sont des outils formidables pour toucher aussi de nouvelles cibles. Parce qu'effectivement, donc sur Telegram, on a vu, il y a le New York Times, le Washington Post, enfin il y a eu beaucoup d'initiatives. En France aussi, j'ai vu pas mal de... Yanis Matin qui a lancé une newsletter, il y a eu plein d'initiatives vraiment pour informer. Alors c'est à la fois dramatique parce que c'est une guerre, il faut pas l'oublier, mais ça reste en fait une telle source d'information importante et une telle attention que c'est aussi l'occasion d'innover, de sortir des formats et puis d'informer différemment. Donc c'est le côté un peu paradoxal. Voilà, c'est des vraies grosses séquences médiatiques où on peut innover, tester des choses aussi. Puis quand on parle de Telegram, c'est aussi une manière d'informer les gens qui sont en Ukraine, en Russie, qui peuvent être, voilà, où il y a une vraie censure de l'information et donc de pouvoir informer sur des canaux un peu plus sécurisés. Exactement. Telegram, c'est un excellent exemple. C'est un outil crypté, alors qui a ses défauts, effectivement, qui a été concurrencé par Signal notamment. C'est un outil qui est extrêmement investi par des personnalités publiques à la base, beaucoup du monde politique, mais aussi des médias de plus en plus. Et pour moi, ça a deux principaux avantages, la fidélisation d'un côté et l'acquisition de l'autre. Côté acquisition, on sait que sur Telegram, on a vraiment une toute petite part de la population qui est dessus, mais ça concerne une population qui est très militante et très active sur les réseaux. Donc ça peut être très intéressant pour des médias qui veulent vendre de l'abonnement digital à des digital natives. Donc il y a cet avantage-là. Et il y a un peu deux modes d'utilisation sur Telegram. Soit une utilisation très verticale où on va bloquer les commentaires et on va avoir en fait un nouveau canal de diffusion. Mais qui ne va pas permettre l'échange, et qui va permettre par contre d'avoir de l'information uniquement gratuite. Donc là, effectivement, quand on fait tomber le paywall et qu'on utilise en double détente Telegram comme nouveau canal, on va abreuver d'informations gratuites et qualitatives un nouveau public. Donc ça, c'est un canal d'acquisition très qualitatif. Et quand on ouvre les commentaires, on a un levier un petit peu plus de fidélisation, puisqu'on va créer un groupe, un team avec la rédaction qui va pousser des articles, parfois en amont, demander son avis au lecteur, autoriser les commentaires. Ça veut aussi dire s'exposer effectivement à des critiques, mais c'est en tout cas avoir une communication beaucoup moins verticale avec son lectorat. Ce qui est un peu plus sympa, je trouve. C'est très intéressant. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'espace comme ça d'échange. Exactement, c'est un vrai contact privilégié avec la rédaction. C'est en général les big fans qui ont accès aux liens. C'est une façon de tester des sujets, de voir l'appétence. Donc, je pense que voilà, ces deux façons de l'utiliser, acquisition et fidélisation, sont intéressants. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, effectivement, c'est de la monétisation, c'est-à-dire envoyer des liens payants. Les possibles. Envoyer des liens. En fait, ce n'est pas payant via Telegram, mais si on envoie des liens de conquête, oui, c'est ça, avec un article qui serait derrière un paywall. Avec des articles fermés, c'est extrêmement frustrant et c'est contre-productif par rapport à l'utilisation de Telegram, qui est vraiment une utilisation communautaire. L'autre mais, c'est la modération qui est absente par définition, puisque c'est un groupe
qui est censé être un groupe de personnes qui se connaissent, qui parlent ensemble. Donc, pas de modération. Et il peut y avoir effectivement des raids ou du trolling qui arrive sur des groupes de médias, notamment des groupes politiques. Donc, voilà, c'est à surveiller. Il faut le savoir, c'est à surveiller. Il faut des ressources quand même derrière pour surveiller un petit peu tout ça et prendre avec des pincettes tout ce qui est commentaire. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que ce conflit, cette guerre génère beaucoup de contenu et donc différentes stratégies d'exposition des contenus, de modèles, etc. C'est une guerre en temps réel aussi. Et c'est une guerre en temps réel, oui. C'est pour ça que Telegram est aussi intéressant parce qu'on a des alertes à chaque fois qu'il se passe quelque chose en temps réel quasiment et ça permet d'avoir une temporalité encore différente par rapport aux sites médias. Et ce qui a été, à titre perso, très angoissant les premières semaines. J'ai un truc vraiment très, très bizarre. Alors, c'est horrible à dire parce que ça se calme, parce qu'en fait, la guerre dure, donc je sais pas si on s'y habitue, mais les premiers jours, premières semaines, 10 jours, j'étais vraiment scotché à mon téléphone en permanence, essayer de voir ce qui se passe. C'est assez fou comme phénomène. Voilà pour ce premier sujet. Merci pour ton éclairage. Alors, le grand écart, j'allais dire, on va parler de BuzzFeed qui déçoit ses investisseurs. Donc on parlait de guerre en Ukraine, mais qui était plus un prétexte pour voir un peu l'adaptation des stratégies. Là, BuzzFeed, toujours intéressant parce que BuzzFeed, c'est un gros groupe média, social média, donc qui est un peu précurseur sur ces sujets. Les revenus ont augmenté. Donc quand même, ça, il faut le dire, c'est un groupe en croissance, mais inférieur à ce qu'ils avaient annoncé aux investisseurs. Donc toujours aussi le problème de dépendance quand on a des actionnaires, quand on est à la bourse. Ils avaient promis aux investisseurs un montant, ils se sont introduits en bourse, ils ont fait moins. Ils prévoyaient de réaliser 520 millions de dollars de chiffre d'affaires et 57 millions de bénéfices. Ils n'ont fait que, entre guillemets, 400 millions de dollars de chiffre d'affaires et 26 millions de dollars de bénéfices. Et grosso modo, une chute de 40% du titre de l'action de BuzzFeed. Donc, ce qui est pour moins de 5 dollars l'action, qui est vraiment une belle chute, alors que je le rappelle, ils ont quand même gagné 26 millions de dollars. Donc beaucoup de problèmes qui expliquent ça. Ils ont fait des rachats d'entreprises, il y a des changements de direction, des réinvestissements. Donc ils veulent bien faire les choses, mais ils sont tellement scrutés en permanence par les actionnaires que le moindre truc qui dérape derrière, c'est un peu la sanction. Et la conséquence, c'est que semaine dernière, 80 ex-employés et employés actuels font un procès à BuzzFeed en disant qu'il y a eu une mauvaise gestion du processus d'introduction en bourse qui leur a coûté des millions de dollars. Donc voilà, c'est dans ce petit groupe, petit marché, en tout cas BuzzFeed, toujours très scruté. En fait, là, on s'aperçoit qu'on traite en fait une entreprise de médias comme n'importe quelle autre entreprise. Ouais. Et que comme toute entreprise soumise à la bourse, elle est en lien avec des logiques de marché qui sont, comme tu le dis, complètement décorrélées de la réalité du travail ou de la production ou du succès, même du succès. Voilà. Exactement. Parce qu'en fait, on a un objet en fait financier qui est décorrélé de sa réalité. Donc tout est basé sur une réputation, effectivement, une folie en bourse. Ouais, exactement. Et le fait que effectivement les actionnaires ils sont pas là pour investir dans un intérêt général ou ils sont là vraiment pour retirer des bénéfices. Et là, on leur a enlevé 40% de leur gâteau, donc ils sont pas contents et c'est compréhensible vu que c'est pour ça qu'ils sont là. Faut pas oublier. Ce qui est quand même terrible. Voilà, alors après, c'est toujours pareil. On parle de l'indépendance. Il peut y avoir des actionnaires. Il peut y avoir aussi des gens qui ont des vraies logiques industrielles. Des groupes comme Parisien, les Échos. Il y a oui, ce sont des milliardaires, mais il y a des logiques industrielles. Quand on a une simple logique financière, comme c'est le cas ici, on se retrouve dans cette situation un peu ubuesque d'un groupe qui gagne des millions, qui fait des bénéfices, alors quand même dans les médias c'est quand même pas tout le monde, et qui pour autant est totalement sanctionné en bourse. Voilà, c'était la petite news. On n'est pas obligé d'y passer beaucoup plus de temps que ça là-dessus, mais c'est vrai que BuzzFeed est toujours un groupe que je suis d'assez près. Autre news là, très franco-française, on est bien dans l'actualité, là, le projet de suppression de la redevance publique. Donc ça date de quelques jours, promesse électorale de Macron et de l'extrême droite, souvent, quand même, il faut le dire. Ça a souvent été proposé par des candidats d'extrême droite. Elle va sans doute être supprimée. Donc, ce qui fait forcément craindre aux principaux intéressés, médias publics, donc France Télé, Radio France, Arte, France Média Monde aussi, une perte d'indépendance.
Voilà, donc en creusant un peu le sujet, évidemment, la suppression de la redevance, alors ce que dit le gouvernement, hein, Gabriel Attal, porte-parole, il disait que ce n'est pas parce qu'on supprime un impôt qu'on s'attaque à l'audiovisuel public. Ce qu'ils veulent, c'est juste modifier l'outil. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas si le fait qu'il puisse être redevance, on sera plus dépendant d'un montant de budget à aller négocier chaque année par les grands patrons de ces médias. Mais voilà, ça risque d'être intéressant à suivre et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Cette question de la redevance, elle est assez évidente. Moi, quand je reçois le papier et qu'on me demande si j'ai une télévision chez moi, je me demande qu'est-ce que ça veut dire une télévision aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des téléviseurs et effectivement, c'est un impôt qui est le même pour tous et qui est basé sur la possession d'un téléviseur. Donc, la base de la réflexion, c'était vraiment de comment réformer cet outil qui, effectivement, n'est dans les faits plus très adapté aux usages. On a aujourd'hui des écrans qui nous permettent de regarder une télévision en ligne, qui sont des ordinateurs, des smartphones, tout un tas d'objets qui ne sont pas des télévisions. Donc, effectivement, la réforme de cet outil, de cette taxe, me paraît tout à fait légitime. La suppression, elle est arrivée assez vite sur la table. Parce qu'elle est liée aussi à la taxe d'habitation, qui elle-même a été supprimée. Ouais. Donc, effectivement, ça devenait un peu compliqué. Mais voilà, l'idée de l'élargir aux écrans, elle a quand même été posée. De la rendre progressive ou forfaitaire aussi. Donc, c'est des questions qui ont été posées, qui sont encore, je pense, sur la table. Mais l'inquiétude fondamentale, et je comprends tout à fait les rédactions, c'est de conserver cette liberté de ton, d'insolence, de distance. Il y a quand même un côté, quand tu payes la redevance, tu dépends vraiment directement du contribuable. Il y a un côté abonnement un petit peu. Voilà, il y a un côté abonnement, un côté membre. Et effectivement, c'est le journal Le Monde qui le dit, et c'est vraiment un journal de confiance qui pose la question de l'ingérence, qui proviendrait effectivement de l'administration, qui serait parfois tentée de donner son avis sur ce qu'il faut mettre à l'antenne ou sur la façon de traiter l'Ukraine, par exemple. Et ça, c'est glissé par un dirigeant de l'audiovisuel. Donc, c'est des choses qui existent. Et le journal Le Monde s'inquiète justement en demandant, en disant qu'il deviendra peut-être plus difficile de résister à ces pressions quand il y a une question d'enveloppe budgétaire à la fin de l'année. Exactement. Donc, côté redevance, tu connais le montant, le nombre de contribuables. Tu as quand même un budget qui est un peu c'est une ligne budgétaire verrouillée. Ouais. Et effectivement, je voudrais quand même souligner qu'il y a aussi, effectivement, c'est une idée qui vient aussi de l'extrême droite, puisque Marine Le Pen et Éric Zemmour souhaitent également supprimer cette redevance, mais ils souhaitent également privatiser l'audiovisuel public. Donc ça, c'est aussi dans les programmes aujourd'hui des candidats, et je pense que ça fait partie d'une vision aussi de désinvestissement du service public qui est assez globale, d'une vision du monde quelque part, et qui concerne l'audiovisuel, qui concerne les services publics en général. Donc, ouais, écoute, ça va être à suivre. Ce qui est sûr, c'est que je regardais quand même le montant de la redevance en France est globalement moins élevé que chez ses voisins européens. Et il rapporte quand même 3,2 milliards d'euros par an. Voilà, donc ça va être assez intéressant. Je suis pas sûr que Macron soit très content de l'audiovisuel français, même s'il n'en est pas sur des positions comme Zemmour de privatiser. Est-ce que c'est une manière de mettre la pression à suivre? En tout cas, je trouvais ça intéressant de le relever. Dans le marché consolidation, donc il y a eu cette semaine le rachat du groupe de presse Humanoïde, fondé en 2010, qui donc détient, pour ceux qui ne connaissent pas le groupe, les pure players Mademoiselle, Numérama notamment, qui a été racheté par Ebra, donc le groupe régional de l'Est, qui est une propriété du Crédit Mutuel. Et donc dans Ebra, pareil, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce grand groupe, on a Le Progrès, l'Est républicain, les dernières nouvelles d'Alsace. Donc, c'est vraiment un grand groupe de PQR. Voilà, rachat assez logique. Il y a un montant dans le marché, on parle de 50 millions d'euros le montant de cette reprise. Donc, plutôt un beau montant. Qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu passer la news? Déjà, j'ai trouvé ça génial que des titres papier rachètent du digital. Ouais. et investissent autant, parce que c'est un vrai investissement. Dans l'idée, je pense que l'objectif, c'est vraiment d'attirer de nouveaux annonceurs avec des verticales sectorielles très pointues, de rajeunir aussi la cible et de créer une offre digitale qui va vraiment casser la baraque. Ouais, parce qu'ils sont très bons en monétisation humanoïde, voilà. Il faut le dire. Ils ont une capacité à monétiser, donc forcément, ça va un peu. Il y a aussi de l'expertise là-dessus qui va arriver chez Ebra.
Et exactement. Et la techno aussi, je pense. Voilà, parce que dans un groupe comme Humanoid, il y a des développeurs, il y a des designers. Chez Brass, c'est vrai que c'est une organisation qui est un peu plus... comme c'est une filière, ils n'ont pas forcément en interne toutes les compétences. Donc, je pense que c'est plutôt malin de leur côté de pouvoir récupérer ces pure players dont tu dis, hein, donc qui maîtrisent vraiment de bout en bout la chaîne depuis la fabrication, le design, le dev, jusqu'à la monétisation. Donc je pense que si tout ça un peu est insufflé dans les autres titres, ça devrait être plutôt bénéfique si les équipes arrivent à bien se parler. Je pense que ce sera là aussi un des challenges parce que ça peut être un choc des cultures. Ouais, mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est très intelligente plutôt que de se dire que pourquoi je le ferais pas moi-même. Comprendre que c'est un métier à part entière, que c'est le print et le digital, ce sont deux savoir-faire qui ont des histoires différentes, qui ont des process différents, qui ont des façons de penser la presse et la relation au lectorat différentes. Penser ce rachat et penser cette alliance, je pense que c'est vraiment un signe de respect aussi de la qualité en fait des expertises de chacun. Ouais. Clairement. Donc, à suivre, voir comment cette acquisition se passera concrètement, si ça bénéficie aux uns aux autres. En tout cas, ça fait plaisir de voir quand même ces beaux mouvements dans les médias. Toujours mouvement dans les médias, donc la saga TF1 M6, hein, je crois que j'en parle limite à chaque pastille actu, puisque c'est vraiment le gros dossier qu'on va suivre. Altis Media, bien placé pour rafler TFX et Sister. Voilà, donc j'ai... De sources internes, ça montrait le groupe Altis à 10% de part de marché des audiences télé, donc ça deviendrait le premier challenger après TF1, M6 forcément, et France Télévisions. Voilà, je sais pas si tu as un commentaire à faire, là c'est plus une news, ça va se faire, mais voilà, c'est dans la... Okay, c'est dans le pipe. C'est exactement, c'est dans le pipe. Toutes ces infos, voilà, sont distillées avec, tu sais, l'ARCEP, hein, qui regarde un peu ça, l'autorité de la concurrence qui surveille ce deal d'assez près. Diversification. Le Figaro se lance dans le podcast. Enfin. J'ai envie de dire, et c'est bien, ils le font après avec les moyens, donc c'est un peu à la Apple, hein. C'est pas forcément les premiers, mais ils le font avec les moyens, et donc maintenant que le marché c'est un peu plus mature, etc., en termes de techno-distribution, de monétisation. Près d'une dizaine de podcasts qui seront publiés au cours de l'année 2022. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y a directement des podcasts qui vont intégrer l'offre premium, c'est-à-dire derrière l'abonnement, vraiment à la manière du New York Times. Alors, j'ai pas donné le détail, il le donnait dans un article du Figaro où il expliquait un peu les différents podcasts, les formats, peut-être que tu pourras revenir dessus. Mais voilà, je trouvais assez intéressant de dire, je crois qu'il y en a deux, voilà, qui seront dans l'abonnement premium aux côtés des newsletters, donc réservés aux abonnés, et une possibilité quand même de s'y abonner à ces podcasts payants, mais directement sur les podcasts, donc débundlisés quelque part pour 1,50€ par mois. Ouais. Tu trouvais ça bien, enfin Ouais, on a déjà vu ça effectivement ailleurs chez d'autres grands titres. Là, on est sur un procédé un peu à double détente. On a de l'acquisition et de la fidélisation. Donc, on a une partie, effectivement, acquisition avec deux podcasts, donc Le Moment Philo et Au Goulot, qui sont des podcasts en accès gratuit. Sachant que Le Figaro avait déjà produit avec Louis Média des podcasts pour Le Figaro Madame. Donc, il y avait déjà un test qui avait été fait. Là, je pense qu'ils arrivent en force. Donc avec ces pastilles... à Katia, hein, qui vient du Figaro Madame, qui est chez Louis, ça aide forcément. Ah bah voilà. C'est super pont. Ouais, et en fait, ces deux pastilles sont en accès gratuit, mais sont assez courtes. Donc ça, c'est aussi un gros levier d'acquisition et pour se faire connaître par ces utilisateurs de podcasts. Ouais. C'est être présent dans le répertoire. C'est des gens qui vont tomber dessus par hasard. C'est des push Spotify qui vont parfois nous mettre en avant et nous faire connaître d'un autre public. Donc ça, c'est les push c'est les accès gratuits. Et effectivement, les versions longues avec... les classiques, donc le club, le Figaro présidentiel, les grands récits du Figaro, des podcasts qui vont, je pense, être très appréciés par la cible et qui sont des émissions hebdomadaires longues, 60 minutes pour l'une d'elles, et qui sont disponibles en plus pour les abonnés premium. Et ça, je pense que c'est très important d'avoir une vraie différence quand on est abonné premium. On a un abonnement qui est quand même assez cher, assez élevé, et là, on a vraiment une offre supplémentaire qui permet de compléter vraiment l'abonnement.
Et effectivement, cette offre, elle sera également accessible par numéro, par podcast. En fait, tu pourras t'abonner à ces podcasts réservés aux abonnés. Ouais. Donc ça, je pense pas que le New York Times fasse ça. C'est vrai que je crois que c'est vraiment uniquement réservé aux abonnés, mais en même temps, pourquoi pas, si c'est, comme tu le dis, c'est un avantage pour les abonnés, mais s'il est suffisamment bon pour être exposé à la marque, au Figaro, et au final créer un rendez-vous, et au final tu dis, tiens, ils produisent vraiment du bon contenu et j'ai envie d'y aller, tu transformes un podcast de feed, au final, en un podcast d'acquisition. Donc c'est malin, je trouve, de tester les deux. C'est malin de tester, sachant qu'en termes d'usage, la monétisation des podcasts, pour l'instant, elle est un petit peu en test. Il y a eu des tests qui ont été faits par Louis Média justement et par d'autres sur les plateformes et il n'y a pas encore de retour là-dessus. C'est-à-dire qu'en termes d'usage, il y a une telle offre gratuite que payer pour un podcast, je ne sais pas pour l'instant si ça va convertir. Et je pense que ça dépend vraiment de la qualité effectivement du podcast. Il y a beaucoup de... Ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai que Magellan voulait se lancer là-dessus au début. Il y a Cybelle, que je vais bientôt avoir à ce micro, qui teste des offres payantes. Je pense qu'on va y venir, en fait. Qu'au final, une fois que l'usage est là de l'écoute de podcast, si tu as des contenus qui sont dingues et exclusifs, pourquoi les gens seraient pas prêts à payer? En tout cas, les outils sont prêts. J'ai vu même, je sais pas si tu avais vu dans Spotify, dans Apple Podcast, tu as maintenant des podcasts payants. Voilà, exactement. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que propose AudioMins. C'est la plateforme avec qui, d'ailleurs, on héberge tous nos podcasts chez Orso Media. Mais tu as dans le Spotify, même en tant qu'abonné, des podcasts avec un verrou. Tu cliques dessus, tu es renvoyé vers une page où tu peux payer, t'abonner au podcast. Donc ça, je l'ai découvert techniquement, c'était déjà en place. Maintenant, reste à voir si les gens seront prêts à le faire. Et exactement, parce qu'en fait, on est sur le podcast, on est comme sur la radio, sur un modèle qui est gratuit. Et ces entreprises de production de contenu gratuit, elles se rémunèrent principalement en brand content, donc sous une forme de publicité. Et elles cherchent un modèle de diversification. Elles cherchent à faire rentrer de l'argent via de nouveaux leviers. Donc elles se sont pour beaucoup portées sur le brand content dès le début pour produire une forme de ligne éditoriale gratuite d'un côté et des podcasts pour des marques payants de l'autre. Mais effectivement, dans la diversification classique d'un média, on a les paywalls, qui sont vraiment du classique. On a de l'abonnement, on a de la publicité, comme on disait. On a aussi le membership. On a l'événementiel, la vente directe de produits dérivés qu'il y a sur certaines boutiques. Tout ça, ce sont des leviers un peu classiques de diversification. Mais c'est assez intéressant parce que dans les podcasts, justement, ils sont assez à la pointe en matière de diversification. Ils n'utilisent pas forcément ces leviers classiques, mais ils vont, par exemple, comme Binge Audio, se mettre en scène et monter un spectacle de stand-up, où les journalistes professionnels, qui sont des journalistes phares de certains de leurs podcasts, vont se mettre en scène. Et ça, j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant d'aller effectivement sur un terrain sur lequel ils ne sont pas forcément professionnels, mais d'apporter une touche complètement originale. J'ai vu quelques-uns de ces spectacles, j'en ai pas vu depuis, donc c'est pareil. Je pense que c'est des procédés de diversification. Est-ce que ils testent et puis après faut... qui doivent être testés pour savoir s'il y a une rentabilité et aussi s'il y a une appétence de la part des salariés à se mettre en scène de cette façon-là, ou à écrire des livres, ou à faire tous ces exercices de diversification qui, en fait, ne sont pas du cœur de métier. Louis Média avait sorti un livre. Un livre, exactement, oui. Binge a lancé Binge Audio Édition, avec de l'auto-édition et du partenariat aussi avec des maisons d'édition. C'est des formes qui sont extrêmement intéressantes parce que ça leur permet d'aller... En fait, chercher de nouveaux, comme le podcast, en fait, c'est de nouvelles lignes de revenus, hein. Et de nouvelles habitudes aussi de lectorat. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui écoutent beaucoup de podcasts qui vont rencontrer un podcast ou connaître un podcast via les applis, et des personnes qui lisent beaucoup, qui fréquentent les librairies, qui vont tomber sur le livre Des couilles sur la table ou Du cœur sur la table et découvrir le podcast de cette manière. J'écoutais il n'y a pas longtemps dans Bookmakers, justement, le fait que le journaliste a découvert Damasio via Ron, qui avait fait une chanson featuring avec lui. Et en fait, ça, c'est aussi une forme de diversification et c'est un nouveau levier d'acquisition. Parce qu'en fait, les gens ont aussi parfois des usages qui sont en silo. Ouais. Et donc, chacun des silos est à explorer. Et quand le Figaro
arrive sur l'appli podcast, il va en fait s'ouvrir tout un tas de personnes qui écoutent énormément de podcasts. Ouais, et qui pour qui le Figaro reste le journal que lisaient leurs un journal parents, papier, un journal papier. classique. En fait, ils vont voir qu'il y a il y a une production de contenu qui Exactement. peut totalement... Parce qu'en fait, c'est des médias qui sont tellement gros qu'ils ont une richesse éditoriale en fait assez dingue. Et l'expression de cette ligne éditoriale, elle peut prendre plusieurs formes parce qu'en fait, comme c'est une expression d'idées, l'idée, justement, elle se déploie différemment quand elle est sur du papier accompagné d'illustrations, quand elle est en podcast incarnée par une voix, ou quand elle est sur scène. Alors ça, c'est encore autre chose, mais c'était un très, très beau spectacle. Mais ça c'est intéressant. Après, les journalistes peuvent aller sur scène. J'avais fait un épisode sur... avec Live Magazine. Exactement. Ouais, je pense que les idées sont fait les mêmes. Ouais, mais donc il y a vraiment des trucs à faire, effectivement, sur ces questions un peu de talent. D'incarnation. Avant, donc c'est une transition toute trouvée pour parler de la prochaine news qui est que j'ai vu passer justement sur le Figaro. Tu vois, comme quoi... J'étais sur l'article du Figaro et j'ai trouvé cet autre article, donc leur algo de recommandation fonctionne bien. M6 va mettre à contribution leurs stars pour faire des formations. Donc j'ai trouvé ça assez malin parce que alors je pense qu'ils sont très bons dans l'exploitation, mais au sens positif du terme de leur talent, hein, puisqu'ils sont très connus. Donc là, c'est des vraies formations certifiantes. Voilà, j'ai trouvé ça assez sympa, toujours on parle beaucoup à ce micro sur Mediarama de diversification, c'est aussi un truc que tu prônes pas mal, on en a quand même pas mal à parler, une autre manière un peu de financer, de mutualiser. Voilà, est-ce que tu trouves ça bien? Est-ce que tu trouves ça un peu trop exotique peut-être de se dire je vais faire une formation avec Cyril Lignac pour passer mon CAP par exemple, puisque c'est un des exemples, hein, la Top Chef Academy. Tu trouves ça normal, je trouve ça naturel? Génial. Encore une fois, ce qui est génial, c'est que ça ouvre toute une partie du marché, c'est-à-dire que toutes les personnes qui regardent Cyril Lignac, en fait, M6 a accès à ces personnes. Et via cet accès, il peut leur proposer des choses, ce que ne peuvent pas d'autres médias qui sont sur d'autres supports. Donc je trouve ça extrêmement bien. Et dans un autre genre, Le Monde réalise aussi des ateliers où ils mettent en valeur leurs stars. Donc Alain Frachon, par exemple, qui est un éditorialiste très connu du Monde, qui va faire 12 heures de cours de relations internationales dans un atelier. Et c'est un petit peu... Chacun, en fait, est dans sa cible et correspond à sa cible. Là, il y a vraiment... le fait d'aborder les questions géopolitiques, c'est tout à fait dans le positionnement du Monde. Ouais. Le fait d'avoir un atelier... J'avais vu passer cette annonce, le prix était quand même assez élevé. Hein. Je crois que on est sur 400-500 euros de mémoire, ou je ne sais plus. Mais... Voire même plus. Hein. Mais j'avais vu passer ça. Effectivement, et il y a aussi des écrivains, des dessinateurs, il y a tout un tas d'ateliers différents. Ce qui prouve quand même que, tu vois, par rapport à ta question, il y a... Ces stars, ces talents, ces journalistes sont prêts à prendre la parole sur un podcast, sur des événements, sur de la formation, sur de l'événementiel. On sent quand même que voilà, ça se libère un petit peu, tu vois, sans aller sur les histoires de brain content et tout, mais on est sorti quand même de ce carcan où les gens se disent bah voilà, en fait, on fait du contenu. C'est pas que de la presse, c'est sous plein de formes différentes. Ça reste la création de contenu. On shift, ça se libère quelque part un peu. Exactement. Je pense que ça se libère et que c'est important aussi d'avoir une forme de... Enfin, j'imagine, après je ne suis pas dans les petits papiers, mais j'imagine que c'est aussi lié à la reconnaissance et à la rémunération qui est liée aussi derrière aux intervenants. Tu penses qu'ils ne le font pas de manière bénévole? Je pense en tout cas, j'espère pas pour eux. Non, mais bien sûr, et c'est évidemment, et puis je trouve ça très vertueux s'ils y sont intéressés quelque part. Je trouve ça assez cool. Puis ça sort un peu les gens de chez eux. Voilà, donc c'était un exemple. M6, t'as cité Le Monde, ouais. Ouais, et puis dans un autre genre, il y a My Little Paris aussi qui se lance dans la formation. Et c'est une école digitale de créativité qui s'appelle Traverse. Ouais. Qui est proposée sur abonnement et qui a une offre aussi dédiée aux entreprises. Et donc, en fait, c'est une façon de libérer la créativité. On sait qu'on est sur une cible très féminine, CSP+. Et après avoir fait des newsletters, des sites et des box, le next step, c'est la formation.
Et donc, il y a une TikTok School, il y a des cours d'aquarelle, il y a tout un tas de choses. Et le fait qu'elles aient fait une offre pour les entreprises, je pense que c'est qu'il y a un vrai besoin de ce côté-là de rendre les gens plus créatifs et qu'ils puissent, à travers l'entreprise, retrouver une forme de créativité, d'inventivité qu'ils ont peut-être perdu avec le Covid aussi. Probablement, en tout cas, de se sentir bien en entreprise, c'est important. Donc, si on peut les aider à être plus créatifs, mieux dans leur basket, c'est évidemment très bien. Et les médias savent aussi bien le faire. Donc, My Little Paris. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce que tu n'avais pas d'autres sujets? On a déjà fait un bon tour. Je vois le temps par rapport à une pastille d'actu. Donc, il me reste juste à conclure. Merci Anaïs. Merci à toi François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette pastille actu jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Salut. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.